Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes invités qui sont des chroniqueurs, des hommes des médias. Avec eux, nous refaisons donc le décryptage des points chauds de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets aussi importants. Premier sujet, nous parlerons donc du report du congrès du CDP qui devait avoir lieu les 3 et 4. Malheureusement, il y a eu donc des mésententes, on va dire comme ça, au niveau du parti. La justice a tranché, a suspendu le congrès. On va revenir sur cet épisode-là. Et puis, nous parlerons, second sujet, toujours la situation sécuritaire nationale avec, on va dire, des poussées, des occupations de certaines localités dans notre pays, Dablo, dans le centre nord, et puis au nord, Tougou, et puis aussi à l'ouest. Nous allons revenir sur ces aspects-là. Et puis, on parlera de la valse, donc de la valse au niveau de la tête de l'État. La gendarmerie a connu des changements au niveau donc, des régions militaires, et puis également au niveau de l'armée. Nous allons donc revenir sur tous ces points-là. Et puis, on terminera avec la Guinée où la junte au pouvoir de Doumbouya a fait donc une ouverture en laissant en tout cas, autorisant à rentrer au pays les anciens chefs d'État de la junte dernière. Il s'agit de Sekouba et de Dadis Kamara avec mes invités. Que je m'en vais maintenant vous présenter. Il s'agit de Youssoufou Ouedraogo. Youssoufou Ouedraogo est donc journaliste. Il est journaliste à H24, qui est un média en ligne. Merci Youssoufou d'être sur ce plateau. Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste, il est enseignant à l'ISTIC. Merci Ali d'être là. Et puis à la gauche de Mamadou Ali Kompaoré, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Évari Faustin Consebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Merci à tous de nous suivre. Cette émission est interactive dans sa deuxième partie. Vous pourrez donc également aussi appeler pour donner votre point de vue sur un des sujets. Mais avant, il faut vous inscrire sur le numéro qui va défiler sur cet écran. Et puis, on commence également avec on va dire comme ça, des faits. Il s'agit de l'arrestation, l'interpellation suivie d'arrestation d'un certain nombre de jeunes leaders qui ont appelé à la marche du 27 novembre dernier. Alors moi, je voudrais que vous prononciez sur ces arrestations. Pour certains, ça ne cadre pas avec l'esprit d'apaisement, le discours du chef de l'État qui a appelé tout simplement à la manifestation des droits et des libertés, qui a dit qu'il a compris les Burkinabés. Alors après quoi, on voit des arrestations. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali? Commencez. Bon, d'abord, la première impression qu'on donne, on dirait que ce sont des arrestations, j'allais dire préventives. Si on prend le cas de colonel, c'est ça, non? Lui, Adama Tchendrebogo, lui, il a bien été arrêté avant le début des manifestations. Les autres n'ont été arrêtés qu'après les manifestations. Je crois qu'il lie ça aussi au fait qu'il y a eu quand même quelques casses. Si on revoit la mairie, le service, je crois, il y a un service qui s'occupe de l'état civil, qui a connu des dommages assez importants, quand on sait aussi que c'est un service important parce qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de documents qui se trouvent dans ce service-là. Mais tout ça, je pense que ça ne cadre pas, bien entendu, avec le discours du chef de l'État qui avait dit « je vous ai compris », qui a prôné une certaine forme de retenue, de réconciliation, de ceci, de cela, pour que les Burkinabés se retrouvent ensemble. Donc je pense que arrêter encore ces jeunes pour ces manifestations, même si les manifestations ont connu quelques dérapages, bon, c'est ajouter à mon avis un peu d'huile sur le feu. Peut-être que d'ici là, ils seront libérés. Mais moi, je pense que l'impression que ça me donne, ce sont des arrestations à titre préventif. Et bon, peut-être qu'ils ont d'autres éléments en leur possession. Mais en prévention de quoi? Dans la mesure où les manifestations sont déjà passées, ceux qui sont arrêtés ne sont pas arrêtés avant. Je parle de colonel et les autres. J'allais terminer sur ça. Les autres, ils les ont arrêtés. Peut-être qu'ils ont d'autres éléments qui ne nous ont pas encore donnés. Parce que j'ai évoqué la casse à la mairie. Bon, donc probablement, on les accuse d'être responsables. Puis il ne faut pas oublier que le maire a dit qu'il n'a pas autorisé la manifestation à se tenir. Donc, et selon lui, il a des éléments où des individus distribuaient de l'argent, distribuaient des alcools frelatés et tout. Peut-être que ce sont ces éléments-là qui ont été
mis au devant pour l'arrestation. Parce que ça, c'est nouveau, ça, au Burkina. Les politiques le font. Quand ils essayent de faire les congrès et autres, ils remplissent les salles en allant distribuer de l'argent au campus pour prendre des étudiants. Mais vous savez très bien que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. D'accord. Donc, peut-être qu'à la justice, les juges pourront délayer tout ça, et puis on verra ce qui va se passer. On verra ce que la justice va dire par rapport à ces arrestations. Soufou Ouedraogo, Hervé Ouattara, Adama Tiendrebego dit le colonel, Bagien Abdul Karim dit Lota, Mamadou Drabo et puis d'autres aussi qui sont régulièrement harcelés. Anaïs Drabo par exemple, Marcel Tankwano a été Drabo, Marcel Tankwano a été relaxé, Marcel Tankwano également a été convoqué. Zaïda Pascal, lui, il a fait un tour quand même en garde à vue avant d'être relaxé. Alors ça fait quand même un peu difficile dans ces conditions-là. Oui, je trouve que ce qui les arrive, ça ne m'étonne pas parce que nous sommes dans un pays où on a une justice qui agit à des vitesses. Quand il s'agit de certaines personnes, on nous dit que la justice, de laisser la justice faire son temps. Mais quand il s'agit d'autres personnes, on pense que la justice suit le temps de certaines personnes, pour ne pas dire de certaines personnalités. Parce que dans ces pays, il y a eu des problèmes plus majeurs que ces genres de casse, mais il n'y a pas eu de suite. Maintenant, arrêter des individus qui disaient qu'ils allaient organiser une marche sans autorisation, c'est vrai qu'il faut aussi souvent faire respecter la loi. Mais moi, ce qui me touche un peu, c'est la manière d'arrestation de certaines personnes. À un certain moment, on avait l'impression comme si c'était une course-poursuite. C'est comme si c'est des gens et qu'il faut forcément chercher à abattre parce qu'on avait peur de ce qui va se passer. Et on a vu que la marche, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages, mais si on va appliquer la loi, qu'on applique la loi sereinement en respectant la liberté des uns et des autres. On ne peut pas faire une course-poursuite pour arrêter des gens, les interroger et puis les relâcher. Au même moment, on a le premier responsable qui parle d'apaisement, qui parle de dignité, qui parle de réconciliation avec tous les fils et les filles du pays. Et il y a des comportements qui sont un peu en déphasage avec ce qu'il dit. Ce qui me fait dire souvent que quand la parole n'agit pas, elle devient stérile. Donc il faut qu'on essaie d'allier la parole aux actes. Et moi je trouve que c'est des arrestations que je condamne pas forcément, mais je condamne la manière dont ça s'est passé. Parce qu'il y a des gens qu'on a poursuivis chez eux, des gens qu'on a poursuivis dans des quartiers. Bon, c'est comme si c'est des gens à la limite qui sont fautifs de quelque chose. Or, jusqu'à présent, je ne vois pas qu'est-ce que ces gens-là ont été inculpés de quoi que ce soit. Pour le moment, pour ce qu'on sait des charges retenues à l'encontre de Adama Tiendrebego et de Mamadou Drabo, par exemple, les questions bien sûr d'organisation d'une marche illégale, mais aussi d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est des charges qui sont vraiment très lourdes, j'en conviens, mais même si nous, on connaît des gens ici qui portent ces genres de charges, mais qui sont en liberté provisoire, qu'on ne poursuit pas comme ça pour attraper chez eux. Moi, pour une marche qui a avorté ou bien pour une marche qui a eu des dérapages, je ne pense pas qu'il faut déployer tous ces moyens-là, toute cette logistique-là pour faire ça. Cette logistique-là peut servir ailleurs, là où on les attend. Peut-être que c'est aussi une question d'abord de faire respecter l'autorité de l'État, oui, mais aussi une pédagogie pour que désormais je suis d'accord dans la manière de respecter l'autorité de l'État. Si on est d'accord qu'on doit faire respecter l'autorité de l'État, cette manière doit être pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie d'individus. Voilà. Si on est d'accord, on applique la règle à tout le monde. Ceux qui sont fautifs doivent être traités de la même manière. Mais on ne peut pas, dans cette façon de voir-là, distinguer les gens, qu'il y a des gens qu'il faut poursuivre avec force, avec une manière démesurée, et il y a certaines personnes qu'il faut caresser. Il y a des individus dans ce pays qui ont commis pire que des casses à l'état civil, mais on sait là où ils sont actuellement. D'accord. Alors, maître, on est dans une situation où on s'est dit que les langages ne sont pas les mêmes, on ne parle pas le même langage. Le chef de l'État, lui, prône l'apaisement, il veut que le pays se retrouve face à l'ennemi commun pour lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, il fait beaucoup de réformes en ce moment. Et de l'autre côté, on a des chasses, comme lui disait, un peu comme la chasse à l'homme par rapport à des manifestants ou à des manifestations hostiles au président notamment. Alors on a vu par exemple que pour cette marche du 27 novembre, il y a eu quand même aussi des problèmes liés à l'autorisation ou en tout cas à l'information de l'autorité
Oui, bon. D'abord, il faut faire une distinction. Il faut savoir qu'il y a le droit et il y a la justice. C'est différent. Le droit, c'est ce qu'on a arrêté, ce que la société a arrêté. La justice est volatile. C'est le sentiment qu'on a été écouté. Donc la justice est fluctuante. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour un même fait, les condamnations peuvent être différentes. C'est pour ça qu'il y a des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes en fonction des situations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour les crimes, on a constitué les jurés qui siègent avec des magistrats pour que la société ait l'impression que le droit a été dit. Est-ce que vous voyez? Donc, le droit et la justice, c'est différent. Donc, ce que vous parlez ici, là, le droit, si on veut appliquer le droit, les organisateurs d'une marche illégale sont passibles d'être traduits en justice. Or, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? Bon, moi, je ne connais pas le dossier, mais il paraît que la marche n'était pas autorisée. Donc, si la marche n'était pas autorisée, alors les responsables doivent répondre de la marche. La marche a été refusée. Le dossier qui a été déposé a été refusé, n'a Ça- pas été ça- réceptionné. Oui, ça revient à la même chose. Bon, d'abord, moi, j'ai appris que si le dossier n'a pas été réceptionné, c'est que ceux qui organisaient n'avaient pas de récépissé, etc. Plein de trucs comme ça. Mais de toutes les façons, c'est une erreur de n'avoir pas réceptionné. Voilà. Donc, la procédure recommande que vous réceptionnez tout dossier, quitte à donner une suite favorable ou défavorable. Voilà. Donc, la mairie devait réceptionner le dossier. Voilà. Donc, cela dit, c'est pour vous dire que si c'est le droit, tous ceux qui sont organisateurs d'une marche qualifiée illégale ou les participants actifs peuvent faire l'objet de poursuites. Donc, maintenant, la justice, c'est différent. Bon, étant sous le coup de la loi, au nom de la justice et de l'apaisement social, on pouvait surseoir à la poursuite, ou bien même ne pas poursuivre. Voilà. Mais ça, maintenant, c'est autre chose. Ça, c'est maintenant une question de justice, en fonction des circonstances. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas présent, il faut dire que le pouvoir judiciaire, comme le pouvoir politique, était face à un dilemme. Poursuivre ou ne pas poursuivre. Ne pas poursuivre voudrait dire qu'on donne une prime à l'impunité ou à certaines personnes. Et donc, prochainement, si d'autres personnes le font, alors on ne pourrait pas appliquer la loi. Voilà. Poursuivre aussi voudrait dire qu'on est contre le sentiment d'apaisement, etc. Voilà. Donc, ce qui fait qu'ici, pour appliquer la loi, on peut poursuivre, mais pour appliquer la justice, on peut donner des peines apaisantes ou bien après relaxer ceux qu'on a poursuivis, etc. Donc, c'est cette différence-là qu'il faut faire. Merci. Oui, allez. Parce que Maître de Tambela a dit que la mairie devait réceptionner le dossier. Effectivement, la mairie n'a pas à refuser le dossier. La mairie doit réceptionner le dossier, étudier le dossier et faire une correspondance adressée aux personnes qui ont déposé le dossier pour leur dire on ne peut pas autoriser votre marche parce qu'il y a ceci, cela qui manque à votre dossier. Mais jusqu'à présent, on ne parle pas de ça. On nous dit tout simplement qu'il y a des trucs qui manquent, la marche n'a pas été autorisée. Mais quand la marche n'est pas autorisée, c'est justifié. On justifie pourquoi on n'autorise pas la marche, pour que le citoyen puisse le savoir. Et prochainement, s'il doit organiser une marche, il en tient compte avant de déposer son dossier. Il y a aussi un côté pédagogique de la mairie qui a manqué. D'accord. Voilà sur un conseil. Dire ce que Ali et Maître disent. Pour moi, je pense que le refus de la mairie de réceptionner le dossier ne devait pas avoir comme conséquence le maintien de la marche. C'est-à-dire, dans un état de droit, les initiateurs devraient saisir ou pouvaient saisir la justice avec le dossier pour que la justice contraigne même la mairie à accepter, à autoriser la marche. Donc, le résultat, ce n'était pas de faire mettre des voyous dans la rue, dans un état quasiment bancal, pour détruire. Ce n'est pas que l'état civil. Il y a des stations-service qui ont été attaquées. Ces stations-service-là emploient des gens et des Burkinabés, on les paye. Et pire encore, il y a des routes qui ont été dégradées. Ces routes-là, ce sont vous et moi, avec nos impôts, qu'on paye. Alors moi, du point de vue, je ne comprends pas pourquoi on mêle le chef de l'État à ça. Le chef de l'État, de mon point de vue, n'a rien à voir du tout avec ce qui se passe. Ça, c'est peut-être la justice qui se met en branle. Et c'est normal, parce que vous et moi, nous tous, nous sommes dans un état de droit et s'il y a des démarches, moi je n'aurais rien trouvé. Et pour l'apaisement, figurez-vous que même le CEFOP a soutenu. Mais je pense que du côté du CEFOP, il n'y a pas eu d'inquiétude. Moi je vois que ça c'est un signal peut-être d'apaisement. Autrement,
on pouvait peut-être même, il pouvait y avoir matière Mais, même peut-être. Évariste Fossin, ces jeunes qui sont sortis, ils sont sortis pour la patrie. C'est les thèmes qu'ils emploient. Moi, je par ne suis exemple, pas sorti, mais je suis pour la patrie. Non, 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 il y a plusieurs... Ça, on peut leur refuser de faire une manifestation. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont restés et qui ne sont pas sortis sont contre la patrie. Donc, pour être pour la patrie, il faut sortir cassé, brûlé. Mais est-ce que ce n'est pas parce que, justement, on les a chargés? On a vu qu'il y avait la police, il y avait la gendarmerie qui appliquait les règles minimum face à une foule, etc., et la police qui a chargé. Mais vous savez est-ce que c'est pas tout ça en aussi? matière de maintien de l'ordre, la gendarmerie, c'est une force de seconde catégorie. Il fallait d'abord que la police soit débordée. Moi, j'ai vu comment ils étaient en train de faire le sac de l'état civil. Si la police n'avait pas... Donc, il fallait que la police laisse faire. Mais c'est justement le sac est venu après qu'ils aient été chargés. La gendarmerie ne peut pas intervenir si la police n'est pas débordée. Il aurait fallu que la police soit débordée pour que la gendarmerie intervienne. Non, il faut que les gens sachent raison garder. Nous sommes dans un pays qui connaît des problèmes. Et moi, je suis contre la déstabilisation de ce pays parce que je n'ai pas un autre pays. Et là, c'est le citoyen Évariste Consembo qui vous parle. D'accord. Voilà. Merci. Non, c'est juste pour dire, par rapport à ce que Consembo a dit, je l'avais déjà dit ici même, la police, c'est la police des villes. La gendarmerie, c'est la police des campagnes. Voilà. Donc, en ville, c'est la police d'abord qui... Mais c'est le maire qui a requis la police et la gendarmerie. On a vu le courrier circuler. Non, mais chacun selon ses compétences. C'est comme ça. Chacun selon ses compétences. Même quand vous avez remarqué, en 2014, quand les gens marchaient vers l'Assemblée nationale, quand il y avait les manifestations, les forces de l'ordre n'étaient pas positionnées de la même façon, en fonction des catégories d'intervention. D'accord. Donc, ils n'ont pas le même champ d'intervention. On continue cette émission pour parler politique avec le report du congrès pour la démocratie et le progrès, donc, qui devait finir son instance les 3 et 4 à Ouagadougou, bien sûr, mais il y a eu des problèmes. Une bonne partie, on va dire certaines instances, à commencer par le président, le fondateur du parti, qui a écrit une lettre pour demander le report au regard donc, du contexte sécuritaire du Burkina Faso. On a vu aussi la commission de contrôle, qui est une instance habilitée aussi également, qui a écrit au président du parti pour lui demander de reporter également. Et puis on a vu aussi un groupe donc, de vice-présidents, de secrétaire général du CDP et d'autres qui ont aussi écrit à leur président pour demander de reporter. Et puis finalement, c'est la justice qui a tranché. Évariste Fossin, qu'est-ce qui ne va pas finalement au CDP? Qu'est-ce qui ne va pas au CDP? Je dis que c'est la suite du feuilleton, parce que déjà, dès l'origine, nous avons vu, pour comprendre l'histoire, il faut remonter jusqu'à la prise du pouvoir du CDP par M. Edi Komoro, parce que dès lors qu'il a été mis en selle, nous avons vu les mouvements des contestations, parce que d'aucuns estiment que c'est un ouvrier de la 24e heure, comme on dit. Alors, il a dû donc batailler pour se maintenir. Donc, c'est cette lutte-là qui continue. Et en plus, il y a des reproches. Il y a des reproches qui disent qu'il ne fait pas assez, par exemple, pour le retour du président fondateur. Et qu'il, parfois, il a des libertés qu'il prend. Donc, c'est cette guerre-là que nous voyons. Mais là, il faut dire peut-être que nous allons atteindre peut-être le point d'orgue, en fait, de cette crise-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons nous retrouver, la bataille judiciaire est quasiment engagée, et donc il faut craindre peut-être une implosion du CDP. Ça aussi, c'était peut-être, c'était dans les analyses, on voyait peut-être les choses visibles, mais je dirais que c'est ça, la crise actuelle au CDP, c'est du pain béni pour le MPP. Alors, ce qu'on reproche, en tout cas, du moins dans les lectures, ce qu'on a vu, ou du moins c'est que certaines personnalité du CDP disent publiquement, c'est que il était proposé par le président actuel Edi Komboïko au prochain congrès de changer, donc rebaptiser le CDP, changer le nom du CDP, vider donc le statut on va dire, du fondateur, et puis également, en tout cas, changer le logo et un ensemble les emblèmes du parti. En fait, le point d'achoppement, c'est la tenue de ce fameux congrès. Bon, pour le président fondateur, on a vu le courrier, mais d'abord, il faut reconnaître qu'il y a peut-être une guerre même d'authentification. Il y a un clan qui estime que le courrier ne serait pas authentique. Bon, qu'à cela ne tienne, maintenant, le président avance des arguments sécuritaires et de compassion avec la nation pour reporter à une date ultérieure. Mais c'est vrai que ça a été confirmé par la commission de contrôle.
Mais d'un côté de la direction du parti, eux, ils n'entendent pas cela de la même voie. Eux, ils tiennent coûte que coûte à tenir le congrès. Bon, donc la justice a tranché. Mais changer par exemple le nom du parti, est-ce que ce n'est pas vraiment la bon, goutte d'eau ils disent dans le, j'ai vu le référé, ils disent que c'est la tenue de ce congrès est susceptible d'apporter des troubles manifestes parce qu'il y a des décisions qui vont porter atteinte au statut, il y a des décisions qui vont, de changement de statut, mais on ne dit pas en clair ce que vous dites. Donc, peut-être ceux qui sont dans les secrets du Dieu, c'est toujours est-il en fait, l'enjeu, c'est peut-être les décisions qui seront prises à l'issue de ce congrès qui expliquent Ali cette guerre, est-ce cette bataille. qu'on peut accréditer la thèse selon laquelle le CDP devait, à ce congrès-là, où il était proposé au CDP de changer de nom? Ce n'est plus le CDP, mais peut-être une autre formation. Accréditer, ça va être difficile pour moi de le faire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que à écouter tout ce qui se passe, à écouter les bruits de la ville, notamment les bruits venant du milieu du CDP, cette question de changer le nom du parti était à l'ordre du jour à l'occasion de ce congrès. L'emblème du parti était à l'ordre du jour. Comment on appelle ça? Le statut du fondateur. La disposition qui donne un certain pouvoir au fondateur du parti, le président Compaoré, était à l'ordre du jour. Donc, du coup, certaines personnes qui sont restées très proches du président ne voyaient pas très bien l'opportunité de ces changements-là. Donc, du coup, ça a ramené encore les vieilles guerres, comme Évariste l'a dit, qui sont nées au lendemain de l'élection de Edi Komboïgo à la tête du CDP en 2018, je crois. Donc, à partir de cet instant, le parti est rentré dans une sorte de turbulence et à chaque fois, à l'occasion, à l'approche de grandes cérémonies, de grandes manifestations, notamment les congrès, les vieilles querelles reviennent encore à l'ordre du jour. Donc, c'est un parti aujourd'hui qui a mal à sa direction et qu'on craint maintenant aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on craint que ce parti se retrouve dans une situation assez difficile. Je ne vais pas dire qu'il va disparaître, mais il va plus pouvoir être le parti qu'il est si il n'arrive pas à trouver une solution aux problèmes qui minent actuellement ce parti. Parce que cette fois-ci, on voit le président Compaoré qui écrit une lettre, on voit la commission contrôle et vérification qui écrit une lettre, on voit des vice-présidents, des députés qui écrivent des lettres pour désavouer le président, pour demander le report des dates du congrès. Il se retrouve à la justice. C'est quand même beaucoup pour un parti qui est dans l'opposition et qui a perdu le pouvoir d'une manière, j'allais dire, très, 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 très difficile. Alors, on va quand même essayer d'analyser qu'est-ce qui peut être à la base, ou en tout cas motiver qu'on veuille changer peut-être le nom du CDP. Qu'est-ce qui pourrait vraiment motiver ça, si tel est le cas? Pour moi, la petite analyse que je fais, je pars du principe que j'écoute aussi les gens. Il y a certaines personnes qui disent, le CDP, il faut changer de nom, sinon il y a ceci, cela. Il y a d'autres aussi qui pensent qu'en changeant le nom CDP, du coup, on met de côté un certain nombre de gens qui se prévalent d'être les fondateurs du parti. Donc, c'est un nouveau parti qui naît. Il n'y a plus de vieux militants. Le président Compaoré perd son statut. Donc, du coup, ça devient un parti neuf qui appartient à Edi Komboïgo. Donc, de ce fait, changer le nom du parti, changer l'emblème du parti est une bonne chose pour ces gens-là. Garder, c'est continuer d'aller toujours dans ce truc. Mais tout ça, ce sont des élucubrations de la ville et tout. On n'a pas un papier officiel. Oui, d'accord, mais nous ici, nous sommes des analystes, nous sommes des journalistes, on a nos sources. Il y a eu 2 réunions au moins au CDP qui n'ont pas marché. Il y a eu 2 réunions où les gens sont quittés en queue de poisson par rapport à ces sujets-là. Oui, mais justement... Donc, c'est pas vraiment de la chimère, c'est de la réalité. Je vais terminer sur ça pour vous dire que ces questions-là ont été évoquées à un certain niveau, mais c'est resté encore entre 4 murs. Donc, du coup, ça reste toujours comme des rumeurs, parce que personne, aucun dignitaire du CDP n'est sorti officiellement pour attester de ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Youssoufou?
Je pense que ce qui se passe au sein du CDP, j'ai l'impression qu'on a un bicéphalisme dans ce parti-là. Il y a un président reconnu à Ouaga et il y a un autre président qui est en Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'impression que celui qui est en Côte d'Ivoire tient plus le parti que celui qui est à Ouaga. Je m'explique. Il y a que le parti devrait tenir son congrès les 4 et 5 décembre. Le comité qui était mis en place était en train de se préparer. Pendant cette préparation, on a une lettre qui tombe du président d'honneur pour dire que le moment ne s'y est pas, parce qu'il y a eu des événements dramatiques de Inata, qu'il faut se conformer un peu aussi aux familles qui sont en deuil, tout ça. Et à Ouaga, ici, il y a un autre son de cloche qui pense que ils doivent aller au Congrès parce que le parti au pouvoir est allé au Congrès dans les mêmes conditions. Parce qu'il était dans le parti au pouvoir aussi allé à un congrès où la situation aussi n'était pas si calme que ça, si rose que ça. Donc, et pour eux, on devrait. Mais est-ce que le CDP a besoin d'être comme le parti au pouvoir? Non, je n'ai pas dit que le parti au pouvoir est au pouvoir, mais le CDP veut conquérir le cœur des Burkinabés au pouvoir. Expliquer. Oui. Par rapport à cette lettre qui dit de reporter le congrès. C'est par rapport à ça que je prends cet exemple-là. Pour ceux qui sont à Ouaga, le drame d'Inata ne peut pas les empêcher de faire le congrès. Parce qu'il y a eu d'autres partis dans des situations pareilles qui ont fait le congrès. Dans une même situation pareille qui ont fait le congrès. Mais en quoi le drame d'Inata a à voir avec un congrès pour renouveler quand même les instances d'un parti qui risque d'être un peu en porte-à-faux aussi avec le ministère en charge de l'administration territoriale qui dit au bout de 3 ans, un parti doit renouveler ses instances. Donc ça aussi, c'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Donc quand moi je prends ces deux faisceaux, moi je pense que le problème du CDP, c'est que le CDP a deux têtes. Et au sein des militants, les gens ont maille à s'allier derrière ces deux têtes, parce que c'est comme disait M. Compaoré Ali, il y a les anciens qui ne veulent pas quand même laisser la place, entre guillemets, aux nouveaux, parce qu'ils disent que le président qui est à Ouaga est dans une nouvelle dynamique qui est un peu en déphasage avec les lignes de l'ancienne ligne qui ne respecte pas certaines choses. Or, ils avaient les machins, il y avait une certaine manière de fonctionner et tout le monde se retrouvait dedans. Maintenant, la nouvelle génération est venue avec une nouvelle démarche qui ne se retrouve pas Alors, dedans. mais Youssouf, quand par exemple la nouvelle génération veut changer le nom du parti, que ceux qui l'ont créé il y a 25 ans, ils ne sont pas d'accord. Justement, vous savez que les vieilles marmites font tous la bonne chose, comme on le dit souvent. Est-ce qu'en changeant de logo, ces anciens pourront avoir encore ce poids qu'ils avaient dans l'ancien parti? C'est une manière pour moi de les éjecter. C'est une manière pour moi de les mettre hors des circuits, à mon avis. Parce que si le CDP n'est plus le même CDP que d'avant, on change de logo, on change de directoire, les anciens peut-être n'auront plus ce poids qu'ils ont dans le CDP. Alors donc justement, ça pourrait justifier qu'il y a problème aujourd'hui au CDP. Justement, c'est ça qui fait que j'ai dit qu'il y a ce problème de bicéphalisme-là. Et pour moi, le CDP va à une implosion. Ça, il ne faut pas avoir peur de mots. Le CDP va s'exploser. Et de cette explosion-là, peut-être renaîtra réellement un parti réel qui va peut-être avoir réellement le statut qu'il faut pour permettre d'alimenter réellement... Ou peut-être deux partis, parce que quand ça explose, il y a justement, deux ou trois partis. Les fragments sont nombreux. C'est ma manière de voir les choses comme ça. D'accord. Alors, Maître Kielem, la situation du CDP aujourd'hui, on a vu qu'autour d'un congrès, dont le contenu est certainement chrysogène, donc le congrès n'a pas pu avoir lieu, mais il reste que le CDP a des sérieux problèmes parce qu'on parle d'une volonté de changer le nom du CDP, de rebaptiser, de changer les emblèmes, de mettre un peu de côté Blaise Compaoré. Moi, je voyais venir tout ça. Il faut dire que Ali Compaoré n'a pas voulu cracher le morceau. Sinon, il sait ce qui se passe au sein du CDP. C'est une histoire de leur famille. Donc, il sait. Donc, quand vous l'avez un peu coincé là, il commençait à vouloir dire des choses, tout en veillant à se retenir. Sinon, ce qui se joue au CDP actuellement, c'est quoi? C'est une lutte de pouvoir. C'est tout. Et ça, moi, je le voyais venir. Et maintenant, ce que je ne comprends pas, moi, je ne connais pas les textes du CDP. Mais il me semble, d'après ce que j'ai lu, que le pouvoir qui revient à Blaise Compaoré là résulte d'une résolution. Or, généralement, une résolution n'a pas force obligatoire.
Pour que la résolution ait force obligatoire, il faut le préciser. Il faut le préciser dans les statuts. Par exemple, si vous remarquez, par exemple, sur le plan international, vous avez ce qu'on appelle les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, qui sont des propositions, voilà, qui n'ont pas force obligatoire. Et vous avez les résolutions du Conseil de sécurité qui ont force obligatoire, parce que c'est prévu dans la charte. Est-ce que vous avez vu? Donc, quand on ne prévoit pas quelque chose, la résolution a toujours une valeur de simple proposition. Voilà. C'est une ligne qu'on trace vers où on pourrait vouloir aller, mais ça n'a pas force obligatoire. Donc, je n'ai pas compris très bien pourquoi cette résolution pose problème, alors même qu'elle pourrait ne pas avoir force obligatoire. Cela dit, je ne sais pas ce que les statuts disent. Si on regarde un peu, ce qui se dit, c'est que le président, le fondateur, a donc il fait des observations, il porte des conseils à la disposition maintenant, ou en tout cas au pouvoir discrétionnaire maintenant du président et de ses instances de décider. Oui, c'est-à-dire une résolution donne une indication. D'accord, oui. Evary voulait dire quelque chose. Dans ce cas précis, la résolution a précisé que le président d'honneur a un pouvoir de convoquer les instances. C'était précisé. Ok, dans ce cas, oui. Voilà, même si la résolution précise, ce n'est pas obligatoire. Tant qu'il n'y a pas une disposition qui dit que cette résolution a force obligatoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, mais maintenant, on est dans un débat qui n'est pas juridique, on est dans un débat purement politique. Oui, mais au CDP, mais si vous voulez, tout se termine à la justice. Oui, d'accord, mais en attendant, la question qui est ici posée, c'est qu'au niveau du congrès qui devait avoir lieu, au niveau du CDP, le contenu, donc le contenu du CDP, du congrès a posé problème. Eddy Kombogo est fatigué de recevoir chaque fois des instructions qu'il n'approuve pas. Donc, il voulait, comment je veux dire là, assurer sa domination sur un parti qui allait lui revenir. Est-ce que vous avez vu? Donc, tout ce que vous avez cité là, changement de ceci, changement de cela, c'est la reprise en main de la formation politique. Est-ce que vous avez vu? Par Eddy Kombogo. Et ça, moi, je le voyais venir depuis des années. Alors, mais aujourd'hui, ça pose problème. Le congrès a été suspendu par la justice, mais il reste qu'en interne. On voit comment les instances comme la commission de contrôle des instances et des vice-présidents, on voit un peu le président Eddy un peu comme isolé. C'est comme si tout le monde était dans un sens. Non, ce n'est pas comme s'il était isolé. C'est-à-dire que vous avez des divisions au sein de la direction du CDP. Est-ce que vous avez vu? C'est à peu près comme ce qui s'était passé au sein du CNR, et qui a abouti, n'est-ce pas, à la prise de pouvoir par Blaise Compaoré, ou bien ce qui s'était passé au sein du PAI. Est-ce que vous avez c'est-à-dire les dissensions se remontent jusqu'au sommet. Ça veut dire que tout le monde n'est pas contre Eddy Kombogo dans le bureau politique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ou bien c'est comme ce qui s'était passé avant l'éclatement du CDP et qui a donné naissance au MPP. Donc chacun compte ses partisans. Voilà. Mais cela dit, ce n'est pas encore définitif parce que celui qui l'aura remporté pourra encore rassembler d'autres personnes qui n'étaient pas avec lui au moment de la lutte. Est-ce que vous avez vu? D'accord. Mais ce qui se passe... Je voulais compléter quelque chose. Là, je crois qu'il y a 2 semaines de cela, on a parlé de cette question au sein du CDP. Ce n'est pas quelque chose de caché. C'est vrai qu'au sein du CDP aujourd'hui, il y a une lutte, il y a 2 tendances au moins qui Quelles sont ces tendances-là? Il y a une tendance, j'allais dire, beaucoup plus proche du président Compaoré, qui estime que même en exil, même avec des questions de justice autour de lui, il reste quand même le président fondateur et qu'à ce titre-là, on peut ou bien on doit écouter ce qu'il dit. Surtout que lorsqu'il écrit, il donne que des indications pour que la direction du parti puisse utiliser. Il donne des indications. Il n'a jamais donné des injonctions. Voilà. Maintenant, il y a aussi ceux qui estiment que le président Compaoré ne peut plus rester à Abidjan en exil et continuer de donner des indications et des ceci. Donc, il y a 2 tendances qui tentent de contrôler le parti. Et là, il y a 2 semaines de cela, lorsque nous étions avec Oulon Atia, on avait dit que face à cela, il y avait 2 situations qui se présentaient au CDP, soit Eddy Kombogo et ceux qui le soutiennent quittent le parti, créent leur parti, ou bien ceux qui soutiennent le président Compaoré quittent le CDP et créent. Apparemment, ceux qui soutiennent le président Compaoré estiment que le CDP est une création du président, puisqu'on l'appelle le président fondateur, le président d'honneur fondateur du parti.
Donc vous voyez qu'il y a une question de logo, d'emblème que personne ne veut La lâcher. marque. La marque que personne ne veut lâcher. Parce que la marque aussi joue. Alors, mais là, il dit Komboïgo veut, ce qu'on dit, il veut changer la marque. Oui, il veut changer la la marque. Pose problème. Il veut changer la marque et les gens lui disent, bon, si tu veux changer la marque, tu n'as pas besoin de la changer en étant au CDP, tu sors et tu crées ta marque. Donc, voilà le conflit qui est là. D'accord. Voilà. Maître, vous voulez dire quelque chose rapidement et puis Évariste va couper. Juste pour dire, ce qui se passe au CDP, c'est quoi? Il y en a qui estiment que, malgré tout, Blaise Compaoré reste un atout pour le parti. Il y en a qui estiment que Blaise Compaoré est plutôt un handicap pour le parti. Donc, c'est ça tout le problème. Et maintenant, ce sont les deux camps maintenant qui s'affrontent. D'accord. Évariste Fossé-Nkosso, quelle pourrait être la suite de tout ça? Est-ce que le camp Edi Komboïgo va finalement arriver au cas où le camp Edi Komboïgo avait cette intention donc de changer le nom du parti et qu'il le changeait effectivement, qu'est-ce qui adviendrait? Parce que est-ce que les autres vont créer un autre CDP pour laisser le nouveau parti avec le nouveau nom? Ou est-ce que comment cela va se passer? Ou Edi Komboïgo va peut-être, s'il avait l'intention, ne plus le faire? Ce qui est clair, si on rentre dans une bataille judiciaire, personne ne pourra vous situer à peu près à les dénouements, parce que quand les dossiers sont en justice, on ne sait jamais à partir de quoi ça peut se dénouer, mais on risque de s'empiétrer dans une crise qui ne dira pas son nom. Et vous savez bien qu'en politique, plus le temps s'éloigne, plus vous avez moins de capacité encore de mobiliser les gens. Donc on risque de rentrer dans une crise suicidaire, et au terme peut-être de laquelle les deux tendances peut-être peuvent aviser. Mais de mon point de vue, le CDP ne peut pas exister sans la personne du président Blaise Compaoré, parce que c'est sa marque déposée. Donc, ce qui aurait été peut-être indiqué, peut-être c'est que l'autre tendance aille créer, mais là c'est prendre le risque, parce que bon... quitter l'appareil, avec tout ce que ça comporte comme installation et implantation. Oui, vous ne capitalisez pas. Maintenant, je note quand même que M. Komboïgo est quand même isolé. Parce que quand vous regardez l'acte d'assignation là, c'est quasiment tous les vice-présidents sauf M. Achille Tapsoba. Dans un tel contexte, comment vous faites, même si la justice venait à lui donner raison pour tenir le Congrès. Donc on va rentrer dans des guerres de tranchées. Et c'est très dommage, c'est très dommage. Merci à vous. On va continuer à parler de la situation sécuritaire au plan national. On l'a toujours dit, on continue de le dire, on ne cessera aussi de le dire parce que la situation l'impose. On voit par exemple au nord, à Tougou, dans le Yatenga, et puis un peu aussi de côté vers Tiou Solé, dans le Lorum aussi, des déplacements massifs de population, et même que les terroristes maintenant s'installent dans ces communes-là. C'est le cas aussi à Dablo, où presque entre 20 et 30 000 personnes ont complètement quitté. Dablo aujourd'hui n'appartient pas au Burkina Faso, parce que même un drapeau a été hissé à la place du drapeau burkinabé. Et c'est le cas aussi à l'ouest, à Di, Lanfiara, et puis récemment à Gassan, où il y a eu des attaques, Sanaba, etc. Donc là-bas, pour ceux qui connaissent bien la localité, le Sourou est totalement envahi. Et maintenant, c'est le Nayala qui est en train d'être contaminé. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que finalement, on est résigné, les terroristes vont occuper réellement le territoire burkinabé? Maître Kérem. Non, on ne peut pas dire... La question, on ne peut pas encore répondre à cette question-là. Puisque, suite à l'indignation générale soulevée par les massacres de Solane et puis de Inatan, l'exécutif apparemment nous promet qu'il y aura des changements. Donc tout dépendra maintenant de la réaction de l'exécutif avec les moyens qui seront mis en œuvre. Voilà. Donc, si effectivement il y a une réaction, vous vous rappelez, j'avais dit ici, n'est-ce pas, qu'on pourrait subir le cas de l'Afghanistan où un matin, on va se réveiller et puis trouver que les rebelles sont à la porte de Ouagadougou. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se passer s'il n'y a pas de réaction. Maintenant, bon, avec les moyens mis en œuvre, les promis, j'espère que, sans doute, n'est-ce pas, il y aura une réaction rapide pour que l'État recouvre son autorité. Bon, vous avez vu récemment au Mali, la transition a acquis, n'est-ce pas, du matériel. Du matériel assez consistant pour les forces armées nationales. Et donc, moi, je pense que là-bas, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme va prendre un autre essor. Donc, ici, au Burkina Faso aussi, c'est tard, mais ce n'est pas trop tard. On peut toujours réagir. Et donc, moi, je reste toujours optimiste. Et je persiste à croire que si vraiment la situation s'empirait,
il y aurait un sursaut national. Alors, maître comme par exemple à Dablo. Vous Dablo, par exemple, Dablo, c'est quelques dizaines de kilomètres de Kaya, mais aussi de Barsalgo. Toute la population quitte. Tous ceux qui sont au Burkinabé, donc voilà, Patna, quittent et les terroristes viennent, qui installent les drapeaux et puis qui sont dans le territoire. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une réaction, non, par exemple? C'est ce que je vous ai dit, monsieur Loukman. Comment a été intervenue la révolution russe en 1917? C'est à la suite des échecs successifs de l'armée impériale russe qui a suscité la rébellion au sein des troupes contre leurs propres officiers. Et la révolution est venue. Et la Russie a été sauvée. Donc, c'est pour vous dire que ça, ce sont des éléments qui peuvent susciter un sursaut national. Voilà. Et la population va trouver le moyen de faire face. Donc, tout n'est pas perdu. D'accord. Évariste Osenko, c'est beau. Moi, je veux bien avec les exemples russes, mais quand on regarde le cas dramatique de Dablo, ça veut dire qu'on n'avons pas cette culture d'autodéfense dont on a essayé tellement de nous inventer. Parce qu'on aurait eu quand même dans d'autres situations, avec d'autres cultures, hein, des foyers de résistance organisés pour tenir tête. Mais là, rien. Tout le monde s'en va, rempli bagage. Ça veut dire que tout va reposer maintenant sur l'État, sur l'armée. Et voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, c'est clair qu'avec ce maillage, ça veut dire que les terroristes, ils ont des ambitions territoriales maintenant. Ils vont s'installer. Et vous avez même vu la semaine passée au Bénin, et le Bénin qui se vantait d'être épargné, eux aussi, ils ont commencé à subir. Donc là, le sursaut, je pense que nos États doivent repenser les armées. Parce qu'on avait des armées de maintien de l'ordre pour mater les civils, faire des coups d'État, pas pour défendre le territoire. C'est ce qui explique actuellement la situation. Il faut vraiment repenser et même aller plus loin. Hein, les accords qui nous lient avec la France, tout ça, ça doit être relu. C'est toute une synergie. Il faut le voir de façon holistique. Évariste Osenko, c'est beau. On a eu 2 guerres avec le Mali. Les Burkinabés sont allés défendre le territoire. Mais pourquoi aujourd'hui Kaya, qui est la première région militaire, qui est à moins de 50 km de Dablo, ne réagit pas, par exemple? Ce qui s'est passé en 1974, je peux quand même noter parce que nous étions enfants, mais nous-mêmes, nous avions vu nos papas rentrer à la maison. Parce qu'à l'époque, on menaçait de décréter la mobilisation générale. Mais malgré qu'ils étaient fonctionnaires, ils étaient fiers. Ils étaient prêts pour aller au front. Il y avait des valeurs. Ces gens-là avaient des valeurs. On ne trouve plus ces valeurs maintenant. C'est ce qui explique. Y compris dans notre armée? Moi, je n'en sais rien. Je dis le cas. Parce que le drapeau, quand même, c'est l'armée qui défend le drapeau. Écoutez, on peut comprendre que les Burkinabés ne soient pas aussi... L'armée a traversé des périodes de crise. Il ne faut pas l'oublier. L'armée était traumatisée. Ce n'est plus la même armée. Je vous dis que dans les années 74, les points comme Nassumbu étaient défendus par des officiers. Alors, expliquez-moi comment est-ce que depuis 1974 jusqu'à maintenant, on envoie maintenant des adjudants, des troupes pour aller combattre. Il faut m'expliquer. D'accord. Youssoufou. Moi, je suis un peu... sceptique de ce qui se passe parce que ça n'a pas commencé hier, ça fait 6 ans pratiquement qu'on est dans cette situation. On nous a toujours fait des discours. Mais ça s'est accéléré maintenant. Là c'est devenu encore plus... On nous a toujours dit que l'armée est en train de monter en puissance. On nous a raconté beaucoup de choses. Mais sur le terrain, les citoyens lambda ne voient pas que les lignes bougent. Et même avec le discours du premier responsable qui dit qu'il a compris, il ressent le sentiment des gens, moi je trouve que c'est peut-être une manière pour calmer la situation. Parce que, pour reprendre un peu les propos de Jean-Marie Le Pen pour qualifier les Africains, il dit souvent que nous avons les solutions. La solution à notre problème est dans nos cases, ça est chez nous. Depuis 2008, il y a eu des rapports de Free Afrique qui parlaient de la situation sécuritaire. Où en est-on avec ces rapports-là? Est-ce qu'au Burkina, on veut me faire comprendre que ceux qui ont la capacité intellectuelle de produire des rapports ne sont pas exploités? Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2015, on a une situation et on ne voit rien bouger sur le terrain. On ne fait que des nominations. Prenez par exemple le département de la Défense. Quel est le département qui a reçu beaucoup de secousses comme ce département-là? Il y a eu combien de généraux? Il y a eu combien de ministres? Mais la réalité sur le terrain, quoi? On ne fait qu'avancer. Les barbares ne font qu'avancer. Par exemple, vous prenez le cas de Dablo. Depuis 2018, qui était dans une situation difficile. Le passeur avec comment on appelle, ses fidèles ont été tués où? C'est à Dablo. Qu'est-ce qui a été fait pour éviter ça? Rien du tout. Et tout récemment, la population était dans une situation de telle sorte que la seule alternative qui restait, c'était la fuite. Ils ont fait des appels. Problème nutritionnel, problème de médicaments. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, ils sont obligés de partir. Ce n'est pas une histoire de dire qu'il n'y a pas d'autodéfense. On peut s'organiser lorsqu'on a du soutien qui vient.
qui peut nous permettre de s'organiser. Mais si on veut s'organiser et derrière, il n'y a pas de soutien, vous voulez qu'on fasse quoi? On va venir les rejoindre pour qu'ils fassent réellement que la situation est arrivée où les discours ne peuvent plus rien. On fait des choses sur le terrain, on veut du concret. Et quand je vois les gens actuellement en train de faire du bruit autour de ces nominations-là, mais on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Les nominations, c'est pas moi mon problème. Le peuple attendait ça il y a longtemps. C'est ce qu'ils vont faire sur le terrain que nous on veut voir. D'accord. Et comme on le dit le plus souvent, on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. On le verra. Ali. Bon, je disais que, enfin, j'allais dire... On ne veut pas qu'on le dise souvent ou qu'on entend très mal souvent cela, mais il y a une occupation véritablement du territoire, des localités entières, à l'intérieur du territoire burkinabé, où désormais il n'y a plus de population nationale, mais il y a maintenant une population, on va dire, amenée par des terroristes qui s'installent, qui mettent des drapeaux, qui occupent tout. Vous savez, je ne vais pas, parce que je n'en ai pas l'habitude, je ne vais pas me mettre la pommade sur moi-même, m'exciter puis rigoler. Mais sur ce plateau, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Dès le lendemain de l'attaque de Cappuccino et Aziz Istanbul, sur ce plateau, par ma voix, j'ai dit, on a commencé la guerre. J'ai eu droit à toutes sortes d'injures sur les réseaux sociaux, jusqu'à mon état physique. Tout est passé. Bon, pour eux, bon, moi j'ai une autre mentalité. Ce n'est pas des gars qui ont des démarches intellectuelles mal structurées qui peuvent m'ébranler. Mais sur ce plateau, je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Maître de Tambela, Bilgo qui était là à l'époque, Foster Consembo, beaucoup de gens qui étaient là à l'époque. On a dit, attention, nous rentrons en guerre. Mais les gens ne nous ont pas écoutés. Donc, si dès le départ, on avait pris les choses en main, on aurait compris que les gens ne peuvent pas traverser le pays, venir dans la capitale, Ouagadougou, tirer, faire ce qu'ils veulent, attaquer même l'état-major, l'ambassade de France qui a pu se sortir d'affaires rapidement parce qu'ils ont leurs hommes beaucoup plus aguerris. Et on est resté là à regarder, à faire des accusations de gauche à droite, jusqu'à ce qu'on nous retrouve dans une situation. Aujourd'hui, notre pays n'est plus seulement qu'encerclé. Notre pays est dans les mains d'un certain nombre de personnes qu'on ne connaît même pas. C'est ça qui est désolant, on ne connaît pas. Certains, on nous a dit que ce sont des Burkinabés, on a donné le cas de Rayongo. Bon, mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, les gens qui sont en train de parler, c'est une langue de chez nous. Ce n'est pas seulement une langue de chez nous, mais c'est aussi une langue de chez nous. Donc, disons qu'il y a des Burkinabés dans cette affaire qui attaquent le Burkina. Donc, il faudra qu'au-delà du discours du président, qu'on salue, le discours du président, on ne dit pas que son discours n'était pas chaud. Au-delà de son discours, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup critiqué les discours du président. Donc, au-delà du discours du président, il faut qu'on passe à l'acte. Passer à l'acte, ce n'est pas seulement les nominations. Vous avez dit qu'on va revenir. Voilà, ce n'est pas seulement on va en parler parce que mais les deux sujets vont ensemble. Il faudra que nos militaires, on ne peut pas confier le pays au VADS ou bien comment on les appelle, VDP. Au VDP. On ne peut pas confier le pays au VDP. On ne peut pas confier le pays aussi. Maître de Tambela a parlé des Russes et tout ça. Heureusement, Fossin était là pour dire, mais nous n'avons pas cette culture Bon. Donc, notre pays est en situation difficile. Il faudra qu'on invente notre sécurité et notre défense. Merci. La question qui est là, c'est que les populations se demandent finalement, est-ce qu'il y a des autorités au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Parce que quand à Dablo, on met un drapeau qui n'est pas le drapeau. Oui, mais c'est une façon de dire. Ils sont en train de nous dire. Par exemple, à Gassan, par exemple, on est venu détruire la mairie. À Sanaba, par exemple, on a venu déchirer le drapeau et tout ça. Mais ils sont en train de nous dire, nous sommes en train de grignoter le Burkina Faso et nous avançons vers Ouagadougou. C'est le message qui nous passe. Maître, vous voulez Donc, dire il faudra que nos militaires, nos soldats, il y en a beaucoup qui ont fait Saint-Cyr, peut-être West Point même, peut-être, je ne sais pas. L'école de Kourikoro, du Cameroun, partout. Eux-mêmes, ils s'en vantent dans la ville. Il faudra qu'ils nous montrent de quel bois ils brûlent. Alors, moi, c'était juste pour dire que
Moi, je ne perds pas, n'est-ce pas, espoir, quant à la capacité et à la réactivité de la population burkinabé. Par exemple, si vous remarquez, par exemple, il y a quelques années de cela, c'était plutôt les coupeurs de route, et face auxquels, n'est-ce pas, l'État était incompétent. Et c'est de là qu'est né les Korwero. Ils sont sortis pratiquement de nulle part. Si vous remarquez, il y a eu une zone du côté de Tougan, je crois, si je ne me trompe, où les gens ont reçu les envahisseurs par des flèches et ils ont fui. Et de même récemment, ceux du Gourma se sont réunis et ont décidé de prendre leur propre sécurité en charge. Mais donc c'est pour vous dire que à partir d'un certain niveau de chaos, les génies naissent. Et moi je pense que notre peuple aussi est capable de ça. Et en ce moment-là, on met entre parenthèses les autorités actuelles et les génies qui vont naître ne vont plus tenir compte d'eux. Et c'est l'essor du peuple qui va mener le combat. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Maître de Tambela nous a parlé tout à l'heure des coupeurs de route. À l'époque, paix à son âme, Kilmité était ministre, Yen Kilmité était ministre de la communication. Et les réunions du lundi, il nous a expliqué ce qui s'est passé sur le terrain. Mais ce n'était pas seulement les Korwero seuls qui ont combattu les coupeurs de route. Il y avait la d'ailleurs, on n'est pas dans la même situation. Il y avait la police parce que les coupeurs de route et les terroristes, ce n'est pas le même. Moi, je vous pose une question. Même système. Ce qui peut-être aussi interroge plus d'une personne. Alors, par exemple, on ne voit pas de communication sur ces phénomènes-là. On ne voit pas de communication. Sinon, quand il y a communication, ce n'est pas des faits réels qui sont donnés. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème? On déchire les drapeaux burkinabés dans plusieurs communes, on hisse même des drapeaux autres que le nôtre, et au niveau de l'État, il n'y a pas de communication dessus, c'est comme si c'était un fait normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, ça va, c'est bon, on y va comme ça? Bon, mais d'un côté aussi, on comprend le désarroi, parce que bon, vous allez communiquer sur quoi? C'est la tristesse, l'amertume, la défaillance. Donc, mais je pense qu'il faut informer quand même l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils sachent que dans telle zone, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Je pense qu'il faut avoir le courage quand même de communiquer. Merci. Non, je voulais ajouter 30 secondes. Vous savez, quand on regarde la façon dont l'État burkinabé communique sur son truc, la première des choses, on se demande si c'est une cellule de veille pour essayer de comprendre. Faire de la veille communicationnelle? Oui, faire la veille pour savoir qu'est-ce que nous répondons, nous disons à notre peuple au cas où on attaquait. Qu'est-ce que nous allons dire à notre peuple? Qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel endroit? Parce que ces endroits-là où on a attaqué sont bien connus. C'est le nord, c'est l'est, c'est maintenant vers le sud-ouest. Mais qu'est-ce qu'on a? Nous sommes toujours comme notre militaire. C'est-à-dire que les communicants burkinabés sont comme les militaires burkinabés. Chaque fois, on a tué 10, on a tué 3, il y a un ratissage qui se prépare, qui est en route. Les communicants viennent après, voilà, on va prendre ceci, on va faire cela. Alors, on a même vu un communiqué qui est paru il n'y a pas longtemps, et qui disait des choses qui dans les faits se sont révélées contraires, parce qu'avec des publications de certains médias, on a vu que ce n'était pas le cas. C'est parce que justement, ils n'ont pas une veille communicationnelle pour comprendre très tôt, expliquer aux gens ce qui se passe et puis donner le message. Voilà. Le problème avec ces dirigeants, c'est que c'est des dirigeants qui ne sont pas courageux, qui n'ont pas cette capacité de dire les choses telles qu'elles sont à la population. Et ça installe une crise de confiance. Mais est-ce que souvent aussi, ce n'est pas ceux à qui on donne certaines missions qui ne les réalisent pas bien? Par exemple, les communicants, directeurs de communication, etc. On les met là pour travailler. C'est eux qui ont la science de la communication. Oui, je ne dis pas non, mais ils sont dans une structure qui appartient quand même à un responsable. Et c'est au responsable de prendre les mesures qu'il faut pour qu'on essaie de nous dire ce qui se passe réellement. Il y a eu l'attaque ici du détachement à Yurugu. J'ai dit même sur ce même plateau qu'il faut nous dire réellement ce qui s'est passé. Vous avez dit que non, ils peuvent avoir le rapport interne, mais ils ne peuvent pas dire ça au grand public. Pourquoi pas? Dites au grand public ce qui s'est passé, ils vont prendre les responsabilités pour vous accompagner ou pour voir réellement ce qui se passe. On ne peut pas être sur un terrain où chaque fois on veut casser l'information à la population. Là aussi, il y a un problème. Et c'est ce qui me fait dire que souvent, ce qu'il nous faut ici pour peut-être nous mettre en selle contre ce terrorisme-là, ce ne sont pas les milliards. Ce qu'il nous faut, c'est une seule chose, c'est l'homme avec grand H.
Et si on a cette conviction-là, elle vaut toutes les fortunes. Merci, Voilà. Youssoufou. Il y a une réalité qui est là. Maître, on a assisté à le chef de l'État a fait son discours récemment, la dernière adresse à la nation, dans laquelle il disait qu'il allait entreprendre une restructuration de l'armée, l'organisation. Alors, on attend toujours de voir, mais déjà, ça a commencé avec des nominations cette semaine. Au niveau de la gendarmerie, il y a eu beaucoup de changements au niveau des commandants de régions militaires. Il y a eu même comment on appelle ça, une nouvelle structure qui a été créée, comme la Légion des gendarmeries. Voilà. Et au niveau de l'armée, on a aussi vu qu'au niveau des différentes régions, première région militaire, deuxième, troisième et autres, il y a eu des changements. Alors, est-ce que nous sommes sur la voie? Le chef de l'État a dit restructuration. Nous sommes sur la voie de la restructuration. Non, mais pensez-vous qu'on aura des résultats? Je peux dire que depuis 2016, le président Roch somnolait. Et maintenant, je crois qu'il s'est réveillé. Donc, comme j'ai eu à le dire ici, le chaos produit toujours un sursaut. Donc, face, n'est-ce pas, à la désapprobation générale, il s'est réveillé. Donc, moi, je salue ces nominations-là. Bon, ça ne veut pas dire que c'est tout comme ça. Mais c'est un bon début. Parce que les nominations au sein de la gendarmerie, au sein de l'armée, ça veut dire qu'on a bousculé des choses. Et si vous avez remarqué, c'est beaucoup de jeunes officiers supérieurs. Tout à fait. Voilà, des lieutenants-colonels, des colonels, etc. Ça veut dire qu'il s'est un peu écarté de trop galonnés comme le colonel-major, etc. Il a confié la responsabilité à de nouveaux cadres. Maintenant, c'est à eux de faire preuve, n'est-ce pas, de compétence. Moi, ce que je peux dire à leur égard, c'est qu'il faut qu'ils aient les moyens de leur travail. Comme on dit dans l'armée, n'est-ce pas, une mission, c'est des hommes et des moyens. Si on ne leur donne pas les moyens de faire leur travail, qu'ils aient le courage de démissionner et de laisser le chef de l'État face à ses responsabilités. Maintenant, comme je dis, cela c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que jusque-là, ça concerne la gendarmerie, ça concerne l'armée. Mais ce n'est pas tout. Ce qui nous est opposé là, ce n'est pas seulement une guerre que l'armée peut gagner. C'est surtout une guerre de renseignement. Donc, il faut, au niveau de la police aussi, il faut restructurer également la police et les autres corps paramilitaires, la douane, les eaux et forêts. Parce que tous ces gens-là essaiment la campagne et peuvent récolter des informations. Et ce qui nous arrive parce que ces gens ne font pas leur travail de collecte de renseignements. Voilà. Parfois, on voit, n'est-ce pas, des colonnes... Est-ce qu'ils sont associés au travail? Non, mais c'est à eux-mêmes de s'associer. La compétence s'acquiert. Quand on est compétent, on n'attend pas qu'on vienne te dire de faire ceci ou de faire cela. Il y a des choses que tu vois que tu dois le faire toi-même. Donc, c'est pour terminer, pour dire que ce mouvement d'ensemble-là doit concerner également les gouverneurs, les hauts commissaires et les préfets. Parce que tous ces gens n'ont pas fait leur travail de collecte et de traitement de l'information au profit de l'exécutif pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient dans la lutte contre le terrorisme. Parce que, comme j'ai eu à le dire là, l'essentiel ici, c'est le renseignement. Il faut avoir le renseignement et ce qui suit maintenant, c'est la réactivité. Voilà. Merci. Et une fois que les deux sont réunis, on ne peut pas ne pas gagner cette guerre. Évariste Fossin-Konsebo. J'ai noté comme tout le monde. Le chef de l'État a changé. C'est du 109, on va dire comme ça, parce que c'est vraiment des jeunes cadres compétents, comme on le dit, qui sont aujourd'hui responsabilisés à des niveaux quand même importants. Ils prennent le contrôle de l'appareil militaire en général. Est-ce que déjà la restructuration prévue par le chef de l'État, la réorganisation de l'armée, on peut dire qu'on y est? Et organisation, je ne vois pas. Je vois que des changements dans le commandement de l'armée. C'est ce que je vois. Mais à la gendarmerie, il y a la Légion d'honneur, par exemple. Mais la Légion, c'est pour coordonner en fait les forces spéciales. Si ma mémoire est bonne, je pense. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, bon, c'est vrai, comme Maître de Tambela l'a dit, c'est un réveil. Mais moi, ces mesures, en fait, il faut les voir de façon holistique. Ce n'est pas forcément... c'est vrai que, bon, moi, je suis mon domaine, c'est la science de l'organisation. Parce que l'organisation actuelle qui ne nous permet pas à notre armée d'être offensive est toujours là. Jusqu'à présent, on n'a pas pu modifier cette structure. Or, ces jeunes commandants, colonels vont toujours agir dans ce cadre, dans ce contexte-là. Et je me pose la question, est-ce qu'ils peuvent donc avoir des résultats? Parce que pour repousser les terroristes, il faut que nous soyons capables d'aller en amont. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'attaquer. Ce n'est pas en nous défendant que nous allons pouvoir les repousser. Ça, c'est un. Et je regarde la cartographie des régions militaires. Bon, est-ce qu'on l'a mise à jour par rapport à la situation actuelle? Ça, je ne sais pas. Peut-être que ça va venir.
Je ne vais pas peindre tout en noir, hein, mais je dis que c'est déjà un début. Peut-être que ça va suivre. Mais parce que pour moi, en sciences d'organisation, on nous a toujours appris que les hommes viennent après. C'est quand on a déjà d'abord la politique, la stratégie, et on détermine maintenant l'organisation. Les hommes et les outils, c'est les profils. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la jeune génération d'officiers, là, qu'on vient de responsabiliser, c'est un peu des gens qui sont un peu pluridisciplinaires. Ils sont un peu sociologues, politologues, etc. Est-ce que ça ne va pas aider aussi à ce que ce soit des hommes qui sont opérationnels, mais en même temps aussi stratèges? Ça va aider, mais n'oubliez pas qu'ils vont opérer dans un environnement qui est peut-être lourd, qui est peut-être qui a des obstacles, des contraintes. C'est ça. Et justement, la réforme va consister à enlever, extirper les contraintes, les obstacles pour permettre qu'ils puissent être opérationnels. C'est ça la réorganisation. Ali, on parle aussi des conséquences, parce que pour certains, bousculer les militaires, ça peut aussi créer d'autres effets néfastes, des effets pervers aussi. Est-ce que le président a tous les moyens, toute la force nécessaire pour le faire et puis sans craindre quoi que ce soit? Il est le président du FASO, c'est le chef suprême. Est-ce que ça suffit? Il est le chef suprême des armées, donc celui qui a toutes les armes en main, celui qui commande toutes les armes. Je voudrais d'abord dire quand même qu'avec ces changements qui arrivent, avec des jeunes qui montent en grade et puis en commandement, ça peut apporter du sang neuf à notre armée. Je suis de celui qui dit et qui continue de dire qu'il faut que les chefs aillent un peu quand même, un peu plus proche du champ de bataille. Il ne faut pas rester à Ouagadougou ici pour tourner. Donc le président, en nommant ces jeunes officiers à des postes à des grands postes, je crois que c'est leur dire il faut que vous vous approchiez des lieux de combat. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je ne vois pas pourquoi il va y avoir des bisbilles entre les générations à cause de ça, parce qu'il est question de la sauvegarde de la nation. Donc pour ça, je pense quand même qu'un militaire bien formé doit pouvoir le comprendre. Parce qu'à un certain âge aussi, on ne peut plus faire un certain nombre de choses. Par contre, s'il reste dans les bureaux, un certain nombre de choses, ils peuvent apporter du sang neuf, ils peuvent apporter beaucoup de choses. Moi, on m'a dit que pendant les guerres de 74 ou bien la dernière, c'était en quelle année? 86, 85, on a fait appel à des officiers, à des militaires qui étaient à la retraite pour aider les jeunes qui étaient sur le terrain pour se battre. Donc, je ne vois pas pourquoi un général qui est à la retraite ou bien un général qui est assis à l'état-major ne pourrait pas donner un coup de main à son jeune frère qui est lieutenant-colonel. Mais ça aussi, c'est aussi un esprit qu'il faut insuffler. Oui, mais si c'est l'esprit du écoutez, votre temps est fini, il faut dégager. Est-ce que si c'est l'esprit du dégagisme, ça ne pourrait pas créer d'autres... Je pense que ce n'est pas dans l'esprit du dégagisme. Je ne pense pas que le président fait ça dans l'esprit du dégagisme. Si le président fait ça dans l'esprit du dégagisme... On a entendu des politiques dire que c'est des bois morts qu'il faut... non, mais s'ils le disent, et que si le président est dans l'esprit du dégagisme, il se met une balle lui-même dans le pied. Parce que justement, les vieux là, comme on dit, ils vont se comporter comme des lépreux peuls. Je ne peux pas traire la vache, mais au moins, je peux faire tomber la calebasse de lait. Donc, du coup, il faut plutôt mettre en symbiose les anciens avec les jeunes pour avoir une armée autonome, afin que chacun, en fonction de son âge, en fonction de ses compétences, en fonction de ce qu'il sait, puisse donner à notre armée une force nécessaire pour faire face à la situation. Maintenant, si on divise l'armée en vieux et en jeunes, on est parti encore. On dira qu'il y a les lépreux partout. Il y a les lépreux Samo aussi qui peuvent renverser la calebasse de lait. Ils ne savent pas très, mais ils peuvent renverser aussi. Moi, je pense que ce remue-ménage, pour moi, c'est pas extraordinaire. Parce que des nominations, il y en a eu dans ce département. Depuis au niveau du département de la Défense, au niveau des hommes, chef d'état-major, il y a eu beaucoup de nominations. Et ces remue-ménages là encore vient me conforter dans ma manière de voir les choses pour dire que ce n'est pas les nominations qu'il faut. Il faut, comme disait M. Tambela, mettre les moyens au niveau des hommes pour les permettre d'aller à l'offensive et ne plus attendre. Alors, si on ne met pas aussi les hommes qu'il faut, est-ce que les moyens vont servir à quelque chose? Oui, je suis en train de venir. Est-ce que la solution, ce n'est pas aussi d'avoir des hommes qu'il faut? Il faut avoir les hommes qu'il faut avec les moyens qu'il faut. Moi, ces nominations, les gens sont en train de faire beaucoup de bruit derrière ces nominations.
laissez-les commencer à travailler d'abord. C'est ça qui fait que moi je suis un peu sceptique, parce que des nominations au Burkina, ici on en a eu. Mais le résultat sur le terrain, je vais juste préciser que quand on regarde les lieutenants-colonels qui ont été nommés, la plupart étaient des commandants qui étaient en détachement et qui ont fait la guerre, on va dire comme ça, qui sont aujourd'hui à ce niveau-là. Est-ce que ça ne pourrait pas vraiment aider, parce qu'ils connaissent mieux le terrain, ils connaissent mieux la situation de la guerre sur le terrain. Ok, ils connaissent le terrain, qu'on mette les moyens qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'au Burkina, moi j'ai toujours peur de nominations. Et le résultat que j'ai vu des nominations m'a déçu. Et moi, tant que je ne vois pas les choses bouger sur le terrain, je ne crois plus à la nomination au Burkina. Voilà. Dans le cadre de la réorganisation de l'armée, et je pense que les pays africains doivent quand même se réveiller. Parce qu'un des atouts majeurs de cette lutte, ce sont les moyens aériens. Or, nous savons très bien qu'il y a dans les accords de coopération, ce que nous voyons ou nous entendons, il se pourrait qu'à ce niveau-là, il y ait des empêchements qui font que les pays ne peuvent pas, directement ou indirectement, acquérir les moyens efficaces et nécessaires pour, donc, dans le cadre de ces luttes-là. Et il faut aussi avoir le courage, je pense qu'ils doivent avoir le courage de remettre en cause côté politique, parce que ça va ensemble, je vous dis, la lutte. Maître. Non, par rapport à ce que Konsebo dit, tout ça entre dans le cadre de la compétence. Vous avez parlé du premier conflit, ce n'est pas une guerre, premier conflit léger entre le Mali et le Burkina en 1974. À cette époque, la Haute-Volta n'avait pas d'armes. Et la France avait refusé de fournir des armes à la Haute-Volta. Mais la Lamizana a réussi malgré tout à avoir des armes dans le cadre des mêmes accords de coopération, dans le cadre du même franc CFA, etc. Donc c'est pour dire que c'est la compétence des hommes qui compte. La Lamizana a utilisé des gens, des réseaux insoupçonnés pour avoir les armes qu'il fallait. Pourquoi ne pas recuser ces accords qui nous emmènent? C'est pour dire que il faut du volontarisme. Oui, c'est le volontarisme. C'est une question de compétence qui compte avant tout. Merci. On va terminer avec la Guinée. Les ne sont pas forcément à rejeter. Ali, en Guinée, on voit que le colonel Doumbia, chef de la transition, chef de l'État, il a autorisé le retour d'Addis Camara, l'ancien chef de la junte, chef de l'État, et Ba Sekouba, donc les deux chefs d'État qui vivaient en exil, dont Dadis Camara à Ouagadougou, ont été autorisés à rentrer dans le cadre, bien sûr, de la réconciliation au niveau guinéen. Je trouve que ce que la jeune fait en Guinée est une bonne chose, parce que depuis son arrivée, il a quand même lié un peu le discours à l'acte, parce que depuis qu'il est venu, il parle d'unité nationale, il parle de réconciliation, et cette réconciliation doit faire avec tous les fils du pays. Et en acceptant le retour du général Sekouba Konaté, qui a été un ancien président, et du capitaine Dadis Camara, qui a été un ancien président, c'est pour peut-être mettre tous les Guinéens sur le fait accompli, pour qu'on essaie quand même de remettre la Guinée sur une nouvelle chaîne. Et les choses sont en train de se mettre en place, et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Même tout récemment, la dernière visite de l'envoyé spécial de Joe Biden, le sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines, Michael Gonzalez, il dit qu'ils ont vu des transitions où, lorsque les militaires arrivent au pouvoir, c'est le pouvoir qui les intéresse. Mais en Guinée, au moins, ils notent des éléments positifs, parce que il y a une volonté de lutter contre la corruption, il y a une volonté d'améliorer un peu l'accès aux infrastructures par les populations, et il y a des choses qui sont en train de mettre en place. Donc avec tous ces éléments, je me dis que le nouveau président du Comité national de rassemblement pour le développement, Doumbia, entraîne quand même de s'investir réellement pour faire sortir de la Guinée de cette autarcie. Évariste Konsenko, il y a quand même la tache noire de Dadis Camara du 28 septembre 2009, le massacre qui a eu lieu dans un stade guinéen. Tout à fait, mais à ce propos, le patron du CNRD dit que, en fait, il ne faut pas voir dans sa volonté d'aider à revenir une quelconque, ingérence dans des procédures. Ça veut dire que si M. Dadis Camara rentre en Guinée, s'il a des affaires en justice, il va devoir aller répondre devant la justice. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est vrai aussi, il faut dire que Sekouba Konaté aussi, lui, il était aussi dans une affaire de putsch contre Alpha Condé. Et donc, il était même aussi de la junte. Tout à fait. Avec donc, Dadis. Tout ça, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Ali ? Bon, d'abord, il faut saluer le fait qu'il
les autorise à rentrer au pays. Alors, est-ce que le colonel Doumbia ne dit pas, oui, les gens répondront, etc., pour contenter peut-être ceux-là qui lui disent, mais au fond, quand politiquement quelqu'un dit revenez au pays, il y a un minimum de sécurité, un minimum d'arrangement politique. Ces deux-là même font partie des généraux qui sont partis en retraite. Donc, bon. Non, je pense que déjà il faut saluer le fait que lui-même, en tant que chef d'État, demande à ses prédécesseurs qu'ils peuvent rentrer au pays. Effectivement, il y a des questions de justice, des questions de ceci, de cela, et que bon, il ne va pas quand même les laisser sans jugement. Mais le jugement, rendre justice, ce n'est pas forcément aller devant maître de Tambela, payer 500 millions, 1 milliard pour se faire défendre. On peut trouver la justice d'une autre manière. Je pense que probablement en demandant à ses prédécesseurs de rentrer, les Guinéens sont dans une optique de voir comment ils vont sortir de l'impasse afin qu'une Guinée nouvelle naisse pour que tout le monde se passe. Dans tous les cas, Mamadou Doumbia est dans une optique de refaire naître la Guinée. Donc il faut saluer ça. Maître Kielem, c'était un militaire qu'on a dit, on l'a présenté comme étant un costaud, un barbare, qui a le pouvoir, légionnaire, qui n'a pas de... Alors, mais là, on voit qu'il est en train d'imprimer une réelle... Il insouffle quelque chose. Non, c'est pour dire que l'habit ne fait pas le moine. On ne peut pas préjuger. Voilà. C'est comme par exemple Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela menait la lutte pour la promotion des Noirs, etc., au début, il y en a qui n'avaient pas confiance en lui parce qu'il se fiait à son apparence. C'était quelqu'un, surtout quand il était jeune, là. Il était grand, costaud, il faisait la bosse. Donc les gens n'arrivaient pas à se mettre dans la tête que ce gars peut être pacifique et pour la réconciliation. Donc il y a des gens qui étaient méfiants au départ vis-à-vis de ça. C'est pour dire que l'habit ne fait pas le moine. Cela dit, il faut dire que le colonel Doumbia fait de bonnes choses jusqu'à présent. Et le retour des anciens présidents dont on a parlé ici, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai peur que cela ne se fasse, n'est-ce pas, au détriment de la justice. Que ce ne soit une prime à l'impunité. Voilà. Parce qu'au nom de la paix sociale, on ne passe, n'est-ce pas, sous silence tout ce qui a été provoqué, n'est-ce pas, sous Dadis Camara, le 28 septembre, voilà, 2010 ou 2009. Voilà. Parce que c'est quand même assez sérieux. Parce que si on veut passer cela sous silence, ça peut provoquer un autre contre-coup. Parce qu'il y a des gens qui ont un sentiment, qui ne supportent pas l'injustice et qui voudront réagir. Voilà. Et puis, tous ceux qui ont été victimes de cela ont des répondants dans la société aussi, qui peuvent réagir. Donc moi, c'est le risque que je vois. On prend notre premier téléspectateur, M. Kwanda Adama, qui appelle de Niangologo, qui voudrait s'intéresser, en tout cas réagir sur la valse à la tête de l'armée. Alors, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour, M. Kwanda. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, sinon, c'était pour intervenir sur la valse à la tête de l'armée. Vraiment, on félicite le chef de l'État, c'est une bonne chose. Bon, mais en toute sincérité, ce n'est pas cela qui est important. Le plus important, c'est sur le terrain. Bon, nous avons vu un temps où la garnison de Kaya refuse d'aller au front. Parce qu'on refuse de leur donner les armes qu'eux-mêmes ils en ont dans leur garnison là-bas. C'est ça qui est le vrai problème. Le problème n'est pas de changer des têtes à Ouagadougou. Et les éléments qui sont au front, les Laprou, les caporaux qui sont au front, c'est eux qui luttent pour cela. Il faut aller leur donner les armes. Si tu sens un élément à Ouagadougou et tu dis toujours, il ne faut pas envoyer la pérille l'autre. Vous voyez une armée qui part s'asseoir à quelque part et qui n'a rien pour pilonner l'ennemi. Quand l'ennemi vient vous attaquer, vous êtes assis à des calasses, vous l'attendez. Lui, il vient à chaque fois quand on dit bon, que ennemi armé non identifié, lourdement armé est venu attaquer notre position. Et à chaque fois, nous n'avons pas artillerie lourde pour riposter, pour pilonner l'ennemi. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc on va toujours abandonner la position pour donner aux terroristes qui vont toujours ériger des drapeaux partout. Ça, c'est pas bon. Nous avons une armée plus puissante que Wagner ici, au Burkina. Ça, nous avons confiance en notre armée. Mais sincèrement, la manière de faire pour lutter sur le terrain, bon, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour encore faire reculer l'armée. Hein? Bon, vous prenez une seule entité. La gendarmerie seule peut aller lutter où? C'est pas possible. Il faut mélanger les choses. Par exemple, quand on commande l'armement, si vous commandez de l'armement pour cette guerre, et vous venez, vous prenez l'armement, vous allez donner à qui?
Vous allez partager, donner à l'armée, à la gendarmerie, à qui. Et puis maintenant, qui va aller au front? Si vous voulez que ça réussisse, changez tout. Aujourd'hui, nous avons besoin qu'on nomme un général comme général pour cette guerre. Tout ce qu'on va payer matériel ou quoi, c'est pour donner à ce général-là qui va regrouper des éléments de l'armée, la gendarmerie, la police pour le renseignement, et puis les forestiers, parce que les touristes sont dans la forêt, et parce qu'ils connaissent la forêt. Donc c'est comme ça qu'on peut réussir. Mais bon, dit que la gendarmerie va de l'autre côté, l'armée ici. Moi, des fois, on amène la police pour faire quoi? Accompagner quoi? On les attaque sur la route, on ne comprend rien. Donc, ça, Monsieur Kwanda, Monsieur Kwanda, oui. si on peut résumer ce que vous dites, pour vous, il faut, par exemple, une sorte d'état-major mixte. C'est ça? Oui, voilà. Oui, un état-major mixte. Mixte, un général, un chef d'état-major mixte qui peut réunir tous ces hommes-là pour faire la guerre. Ça, c'est là où on va réussir. Bon, aujourd'hui, on apprend que non, ils veulent créer une gendarmerie et regrouper de tous les forces spéciales de la gendarmerie. Bon, tout ça encore, c'est pour la même chose. Quand tu prends dans un camp militaire, il y a des militaires qui s'occupent du blindé. Il y a d'autres qui sont pour l'artillerie lourde. Et il y a d'autres aussi pour l'armée de terre. Donc c'est séparé. Il n'y a pas un qui fait travailler de l'autre. Mais est-ce que la gendarmerie regroupe tout ça en elle seule? Ça ne peut pas, c'est pas possible. Donc il faut tous ces hommes-là pour aller en guerre pour que ça réussisse. Merci, M. Kwanda, pour votre intervention. Évariste. Du métier aussi qu'on a. Mais maintenant, en fait, il a dit une phrase qui me reste, il faut changer tout. C'est ce qu'il a dit. Et quand je parle de réorganisation, là, il donne des ébauches. Et je pense qu'il faut aller sur ça, sinon changer les hommes. Il y a une ébauche qui dit... Pour lui, il faut une unité des Ouais, forces. c'est ça, Mais il y a quelque chose qui dit d'important, c'est le renseignement. Jusqu'à présent, on parle des militaires, de tout, mais on parle très peu du renseignement. Et je comprends bien, parce que le renseignement, ce n'est pas un secteur où on peut s'asseoir sur un plateau de télévision ou bien un truc. Ouais, on ne peut pas parler du renseignement comme ça. Mais il faudra que le président du FASO s'occupe de son renseignement. Parce que jusqu'à présent, Mais il y a oui, on a le renseignement, on a un service. On a les structures qui sont un service, mais je dis de s'occuper, c'est-à-dire de donner les moyens et de... l'ANR qui s'en occupe. Mais les moyens, c'est-à-dire de donner coordonne. les hommes nécessaires et les moyens nécessaires pour qu'on puisse faire du renseignement. Parce que jusqu'à présent, notre armée ne fait que de la défensive face voilà. On a rarement été les premiers attaqués. Chaque fois, c'est nous qui allons au secours de nos militaires. Donc, il faut que... Oui. Tu as parlé du renseignement. Ouais. Moi, je donne le chiffre en termes de budget. Hein. Je pense que le budget est passé de 1 milliard et quelques à 8 milliards. Donc, forcément, ce n'est pas forcément toujours... Quand on regarde les résultats, l'état vraiment de catastrophe dans lequel on est, on ne peut pas dire qu'en termes de financement, il n'y a pas eu un effort. Donc, il faut les hommes nécessaires. Ce n'est pas forcément l'organisation, comment tout ça s'est organisé. C'est très important. On revient à la même chose. D'accord. Ouais, mais moi, On va prendre nos seconds téléspectateurs, puis après on parlera avec Maître. Monsieur Théophile, qui appelle de Gourcy, sur la situation sécuritaire nationale. Allez-y, monsieur. Merci à tout le monde, surtout à vous pour le travail que vous avez fait chaque jour dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, sur la crise nationale, comme on dit, on peut mentir ou tromper tout le peuple pendant une partie du temps, ou tromper, mentir une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le temps et tout le peuple. Vous voyez, le constat est clair. Nos gouvernants sont en train de tourner autour du pot. Ils sont là pour protéger les intérêts égoïstes personnels. Ils sont là pour protéger les pouvoirs. Le président est là pour protéger son côté présidentiel. Voilà, quand il y a une certaine, comment dire ça, il y a eu des cas où on l'a vu courir, par exemple, après le drame de Tonan, il a couru pour aller prendre le poste de la défense. Tout ça, c'est pour éviter qu'on prenne son pouvoir. Mais il ne fait que retarder la prise du pouvoir par d'autres, par un coup d'État ou bien par un soulèvement ou bien une insurrection populaire. C'est clair. Monsieur Théophile. C'est-à-dire que c'est la bonne gouvernance. Monsieur Théophile. C'est la bonne gouvernance généralisée comme tout le monde le sait. Monsieur Théophile. Monsieur Théophile. Ils ont montré leurs limites. Ils ont lamentablement échoué. Allô? Oui, allô? Allô?
Non, on voudrait que vous nous donniez votre analyse et faites des propositions. Voilà, merci bien. Voilà, chacun a fait, je crois que la plupart des gens ont fait leur analyse de la situation nationale. Comme tout le monde le sait, la situation nationale est dramatique. Et mieux vaut tard, mieux vaut prévenir que guérir. Si jamais on traîne encore pendant 2-3 mois, c'est foutu. Ça sera le pire. Ça sera une guerre nationale, ou bien l'ancien pouvoir reprend le pouvoir avec ses partisans qui sont sur le terrain et leurs alliés islamistes terroristes. Voilà la situation. Maintenant, ma proposition, c'est clair. Voilà, proposition. On sait bien que nos FDS qui se battent chaque jour, seuls ne peuvent pas nous sauver. Donc, il faut organiser la population, mobiliser la population et sensibiliser la population, que tout le monde prenne conscience de la situation, qu'il y ait un engagement patriotique à tous les niveaux, organiser la population du village à la ville, c'est-à-dire que nos autorités, depuis l'État jusqu'à la périphérie, que ce soit autorités coutumières, religieuses, etc., administratives, etc., ils doivent se mettre sur le terrain, ils doivent sortir. Et même les partis qui ont battu campagne là, ils doivent sortir pour voir leurs partisans, leurs militants et aussi l'Assemblée doit sortir pour sensibiliser la population. Voilà, c'est clair, il faut une sensibilisation de la population, une mobilisation de la population, il faut un encadrement de la population par les autorités. Merci bien. Merci, M. Théophile, d'avoir appelé de Gourcy. Merci. On comprend un peu la colère des uns et des autres, mais il faut faire attention à ne pas aussi... Non, par rapport à ce qu'il a dit, voilà. Moi, ça fait depuis longtemps que je dis ici qu'il faut faire appel du peuple aux armes. Et le premier intervenant a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit que Kaya, par exemple, ceux qui combattent n'ont même pas eu accès aux armes qui étaient disponibles dans leur propre garnison. Cela me rappelle, n'est-ce pas, une phrase du président Macron qui a dit que le président Roch, qui aurait dit que le président Roch aurait peur de son armée, pas peur du coup d'État. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne met pas les armes à la disposition des gens. Mais je vais vous dire une chose. Quand il y a eu le coup d'État contre la Troisième République, contre le président Lamizana, c'était à la suite d'une grève scolaire qui a duré 55 jours. Et chaque fois, une grève scolaire. Et mais pourquoi ça a duré autant de temps? Parce que ceux qui étaient au pouvoir avaient confiance. Ils avaient tout verrouillé dans l'armée et ils étaient certains qu'ils ne pourraient pas avoir de coup d'État. Or, il y a eu une faille que ces éléments ont exploitée et il a fait son coup d'État. Donc, c'est pour dire que, quelles que soient les précautions que vous preniez là, vous ne pouvez pas éviter un coup d'État. C'est la même chose qui s'est passée en Guinée avec le colonel Mamadou Doumbouya. Il faut mieux gouverner. Il faut mieux gouverner. Et encore, je continue. Au Mali, par exemple, Moussa Traoré logeait toujours dans un camp militaire par peur du coup d'État. Au lieu d'aller loger au palais de Koulouba. C'est dans ce cas-là que Amani Toumani Touré est venu le chercher avec ses hommes quand il a fait son coup d'État. Donc c'est pour dire que la meilleure antidote au coup d'État, le meilleur antidote au coup d'État, c'est la bonne gouvernance et la confiance et la légitimité du peuple. Merci. C'est sur cette note de ces propos de maître qu'on va mettre fin à cette émission. Merci à ceux qui ont appelé, qui sont intervenus. Merci à vous tous sur le plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. J'étais donc avec maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale des stratégies. Merci maître d'être passé. Évariste Faustin Concebo. Faustin Concebo est donc chroniqueur média, il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci d'être passé. Et puis Youssoufou Ouedraogo, journaliste à H24. Et puis enfin, Mamadou Ali Kompaoré, journaliste et enseignant à l'ISTIC. Merci à vous qui nous avez suivis. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Presse Éco, si Dieu le veut. Pour tenter d'accéder place de la nation.